Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour mon nouvel épisode du podcast Pulvériser vos blocages. Eh bien, j'ai un nouvel invité. Vraiment, c'est un honneur pour moi de l'accueillir sur notre plateau. Je vais le laisser se présenter. Donc moi, je pose souvent une question, deux questions très simples. Saverio, qui es-tu et que fais-tu? Alors, qui suis-je? Grande question. Je suis un être humain de sexe masculin. Alors, un être humain qui est semblable de tous les autres êtres humains, quelle que soit leur couleur, leur religion, leur classe sociale, leur langue, etc. Je suis vraiment, depuis toujours, je crois que c'est dans mon âme, enfin, une des particularités de mon être depuis que j'existe, d'être très, très engagé et convaincu par l'égalité, hommes-femmes bien sûr, mais de toutes les races, religions, croyances, classes sociales, etc., etc. C'est pour ça que je dis un être humain. Je suis le père de deux enfants qui sont grands maintenant, Gabriel et Flavio, une fille et un garçon, que j'aime énormément, plus que tout au monde. Je suis aussi, qu'est-ce que je fais? Alors, je suis psychanalyste, docteur en psychologie, chercheur en psychopathologie, spécialisé dans deux grands domaines, d'un côté les traumatismes et les catastrophes, et de l'autre côté la haute sensibilité, depuis une trentaine d'années. Je suis passionné par la musique, j'adore la forêt, la nature, l'art, notamment l'opéra, mais aussi la peinture et le cinéma. Et ben voilà, c'est déjà... Waouh! Ah, je ne savais pas que tu étais passionné par la musique. Bon, ça va. Oui. Chouette. Ok. Est-ce que tu écoutes, tu chantes ou tu... Les deux, j'écoute beaucoup et je chante alors moins maintenant parce que c'est vrai que à une période je chantais tous les jours, quotidiennement je travaillais ma voix, je prenais des cours, etc. Et avec la pandémie, les confinements, etc., j'ai arrêté de prendre des cours, ce qui fait que je chante moins souvent. Je le regrette, mais comme par chance ma retraite se profile à l'horizon, je vais reprendre le chant, la musique et voilà. Waouh, super. Merci Saverio. Alors, effectivement, donc ton notre sujet de prédilection là pour le podcast est vraiment l'ultrasensibilité. Pour la petite histoire, je tiens à préciser que Sergio Tomasella, moi j'ai découvert dans un magazine qui s'appelle, je crois, je me rappelle plus, un magazine, c'était Psychologie Magazine, et en fait c'est la première fois que j'ai entendu parler de ultrasensibilité. Et moi je pensais que j'étais pas normale. Et je vois Saverio donc qui écrit un article et je me dis mais c'est ça. Il parle des symptômes, etc. Et je me suis sentie comme libérée. Donc c'était en 2020, donc ça fait un petit moment maintenant. Et voilà comment j'ai découvert Saverio. Donc vraiment, comment toi, Saverio, justement, tu as découvert, parce que je crois que quand tu étais jeune, tu n'avais pas entendu parler de ça, mais de l'ultra-sensibilité. Alors, l'ultrasensibilité pour nous francophones ou haute sensibilité pour les anglo-saxons et le reste du monde, je l'ai découverte il y a 25 ans, on va dire 20-25 ans. Mais en fait, dans mon parcours, il y a eu une période très marquante. Quand j'étais enfant et adolescent, j'étais au lycée musical. Je sais qu'aujourd'hui, c'est un nom un peu plus compliqué, mais ça correspond à sport-études. Le matin, on avait la classe. euh, à l'école ou au collège, et l'après-midi, tous les après-midi, on avait musique, théâtre, chant et danse au conservatoire, ce qui veut dire que tout le temps on était fourré au conservatoire, puisque parfois il y avait des répétitions le soir et le week-end. Et pendant toutes ces années, euh, tous les jours, nos professeurs nous disaient, nous répétaient sans cesse, ta sensibilité est belle, développe ta sensibilité, exprime ta sensibilité. C'est-à-dire que tous les professeurs disaient à tous les élèves que leur sensibilité était quelque chose de bien, qu'ils pouvaient sans problème, je suis ému en le racontant, qu'ils pouvaient sans problème la développer, l'exprimer et en être fiers. Or, à la maison, mes parents, qui étaient des universitaires scientifiques de culture, pour mon père, de culture méditerranéenne, euh, me disaient, tu es trop sensible, tu es hypersensible, ça ne va pas, Mm. c'était toujours trop. Et au collège, je me suis fait harceler parce que j'étais très sensible. Donc je me disais, il y a deux mondes. Le monde dans lequel je me sens tellement bien, tellement heureux, tellement à ma place, qui est le monde des artistes,
où la sensibilité, c'est vraiment un trésor merveilleux qu'on peut Mm. exprimer comme on veut, quand on veut, et le reste du monde qui semble ne pas bien vivre la sensibilité, la sienne et celle des autres. Et c'est comme ça que, avant même de devenir psychanalyste, avant même de me spécialiser dans la haute sensibilité ou l'ultrasensibilité, je me rendais compte que c'était fondamental de faire comprendre que la sensibilité, c'est bien, c'est une bonne chose. Non seulement c'est intrinsèque à la nature humaine, nous sommes sensibles, nous sommes humains, on ne peut donc jamais être trop sensible parce qu'on ne peut pas Mm. être trop vivant ou trop humain. Et Mm. en plus, après, je me suis rendu compte qu'effectivement, 30% de la population sont concernés par ce tempérament qui n'est pas une maladie, qui n'est pas un trouble, ce tempérament qu'on appelle haute sensibilité ou ultra sensibilité. Mm. Ok. Là, j'ai une question qui me vient à l'esprit. C'est pour quelle raison, selon toi, Saverio, l'ultrasensibilité n'est pas forcément valorisée partout et uniquement dans certains milieux? Alors, au niveau de l'histoire, c'est très intéressant de voir qu'en Europe, euh, la sensibilité a été à l'honneur pendant 3 siècles. C'est énorme. Le Mm. 16e siècle, le 17e siècle, le 18e siècle, avec une apogée particulièrement forte au 17e et 18e siècle. Pendant ces 3 siècles, tout le monde devait pouvoir exprimer sa sensibilité et enfin, on disait même que pour être considéré comme quelqu'un de bien, de vraiment humain, de vraiment bien éduqué, on devait pouvoir pleurer en public. Les hommes autant que les femmes. Un homme qui n'était pas capable de pleurer en public, c'était un homme qui n'était pas sensible, donc un homme qui n'était pas bien né, comme on disait à l'époque, hein, qui n'était pas bien éduqué, qui n'était pas suffisamment humain. Qu'est-ce qui fait qu'après ces 3 siècles d'or de la sensibilité, où pleurer en public était le summum de ce qu'on attendait d'une personne, homme comme femme, qu'est-ce qui fait que ça a décliné pour arriver aujourd'hui à une espèce de mépris, de rejet ou de dévalorisation de la sensibilité? Eh bien, ce sont les différentes révolutions industrielles. Ah. Pourquoi? Parce que avant les révolutions industrielles, les humains s'identifiaient à des humains. Les humains s'identifiaient aussi à la nature dans laquelle ils vivaient. Et la nature est sensible. Le problème, c'est que nous avons tendance, nous, psychologiquement, neurologiquement, à nous identifier à ce qui nous entoure. Et depuis ces révolutions industrielles qui font qu'aujourd'hui, on est de plus en plus dans la technique, le virtuel, etc., depuis ces révolutions industrielles, nous nous identifions à ce qui nous entoure, c'est-à-dire des machines, de la mécanique, de la technique, de la technologie et du virtuel maintenant, de la Mhm. télécommunication et du virtuel. Or, les machines, la mécanique, la technique, la technologie, la télécommunication et le virtuel ne sont pas sensibles. C'est pas comme des animaux ou des plantes ou des humains. Mm. Ce sont des choses qui sont des outils qui peuvent fonctionner très bien et nous rendre service. La preuve, là, on fait un, un entretien par Zoom, et c'est très bien, c'est super, mais ce ne sont que des outils. Si nous nous identifions uniquement à ces outils et aux programmes qu'ils permettent, notamment aux ordinateurs ou aux réseaux sociaux, aux algorithmes, etc., si nous nous identifions uniquement à ces programmes et à ces algorithmes, nous en arrivons à croire que la sensibilité est superflue, que finalement on pourrait être soi-même une machine. Il y a d'ailleurs des délires de personnes qui pensent qu'avec l'intelligence artificielle, on va supprimer l'intelligence humaine et que nous serons tous des robots, toutes et tous un jour des robots super perfectionnés. Ça ne marchera pas comme ça, c'est sûr. Nous aurons besoin de rester humains car les outils sont à notre service. C'est nous qui sommes les maîtres et les maîtresses de nos Mm. outils. Mais pour revenir à la sensibilité, ça fait que on a cru, ou en tout cas une partie de la population a cru que la sensibilité était superflue, qu'elle était inutile et qu'on pouvait s'en passer. Or, ce que montre ce grand mouvement populaire de la haute sensibilité, de l'ultrasensibilité dans tous les pays, c'est que justement, nous sommes des êtres sensibles. Alors, 30% de la population est plus sensible que la moyenne, c'est sûr, mais tout le monde, nous sommes des êtres sensibles et nous ne pouvons pas nier, renier notre sensibilité. Mm. Hyper intéressant. Je prends des notes en même temps pour moi. Tu sais, j'aime trop parce que ça m'édifie en fait. Très intéressant. Donc, est-ce que, si je comprends bien, c'est que oui, nous sommes tous des êtres sensibles et en fait, depuis la révolution industrielle, ça nous a éloignés de notre essence, de qui on est vraiment, de nos besoins, primaires. Et en réalité, les gens qui disent qu'ils sont pas sensibles, c'est faux. En fait, c'est
Ah ouais, ouais. Tout à fait. Ça nous a éloignés de nos besoins fondamentaux et de l'écoute de nous-mêmes, de l'écoute de Ah notre ouais, corps, de ce qui se passe dans notre corps, de notre ouais. incarnation. Nous sommes toutes et tous des êtres sensibles. Certains l'oublient et malheureusement, quand il y a des pathologies très graves, comme ces paranoïas qui vont donner des dictateurs sanguinaires ou comme les psychopathes, dans ces cas-là, c'est la pathologie grave qui fait que la personne s'est coupée de sa sensibilité. Mais dans tous les autres cas, les gens qui se disent insensibles ou qui ne sentent plus rien, à moins d'avoir été très traumatisés, ce sont des personnes qui ont oublié leur sensibilité et qui ne font plus appel, qui sont uniquement dans des représentations mentales ou dans des abstractions intellectuelles. Ok. Et quelles sont les conséquences, en fait, d'une personne qui serait coupée de sa sensibilité? À quoi ça pourrait se voir, en fait, dans sa vie au quotidien? Alors, je mets donc de côté ces cas gravissimes Oui, bien de sûr. malades, mais pour des personnes euh, comme ça qu'on peut rencontrer dans la vie, ça fait que ces personnes deviennent de plus en plus étrangères avec leur propre sensibilité. Elles ont du Ouais. mal à repérer ce qu'elles ressentent, les sensations, les émotions, les sentiments, les intuitions, et vont donc se sentir gênées par la sensibilité des autres. Pour donner un Ah, exemple très simple, mon père, qui est donc italien il est né en France de parents français, mais son père était d'origine italienne, de famille italienne, et sa mère était de famille espagnole. Donc avec des cultures tout de même très machistes et des cultures peu favorables à l'expression de la sensibilité. Mon père s'est donc petit à petit coupé de sa sensibilité parce qu'on lui a demandé et ne supportait pas que ses enfants expriment, donc nous ah. exprimions notre sensibilité. C'est parce que lui-même avait fait toute cette adaptation en croyant que c'était bien Hmm. de se couper de sa sensibilité, d'être uniquement dans la rationalité. Il avait demandé à ses enfants de faire pareil parce qu'il ne supportait pas qu'on exprime nos émotions, nos sensations, nos enthousiasmes, nos passions, etc., nos sentiments. Quand on se coupe de sa sensibilité, on devient finalement très maladroit avec sa propre sensibilité et très gêné par la sensibilité des autres. Waouh. Incroyable. C'est, non, mais c'est très intéressant. Et est-ce que c'est possible de revenir en arrière? Comment faire justement pour se reconnecter à sa sensibilité? Alors, moi, ça m'est arrivé puisque mes parents m'ayant demandé de ne pas être sensible, n'ayant pas voulu que je devienne musicien, au bout d'un moment, j'avais réussi à me couper d'une partie, pas de toute ma sensibilité, mais d'une partie de ma sensibilité. Notamment, je ne pleurais plus, mais plus Ah, du tout. Impossible, je ne versais plus de larmes, j'avais le cœur sec. Et j'ai eu la chance à 20 ans de commencer une psychanalyse parce que j'avais d'autres questionnements par rapport à mes parents, mon éducation, ce que je voulais devenir, etc. Et grâce à cette psychanalyse, au bout de quelques mois, je me suis remis à pleurer. Et un soir, en écoutant un opéra de Verdi, donc Carlo, à la fin, le final est absolument magnifique. Je crois que j'ai pleuré 20 minutes ou une demi-heure de suite. waouh. C'est-à-dire que toutes ces années sans larmes, toutes ces Ouais. années sans sanglots, toutes ces années sans pleurer, un soir comme ça, en écoutant cette musique sublime, j'ai pleuré, 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 et je sentais que c'était une libération. Je sentais que c'était Mhm. absolument Waouh. vital pour moi. Je sentais de la chaleur dans mon corps, que ça se libérait. Et heureusement, après, j'ai retrouvé ma sensibilité. Donc en fait, quand on se coupe de sa sensibilité, quel que soit le chemin pour la retrouver, peu importe, hein, et le rythme, chacune le fait à son rythme. Mais ce qui est important, c'est de savoir que quand on se coupe de sa sensibilité, on peut toujours la retrouver. On peut toujours rouvrir les portes qu'on a fermées pour se protéger ou pour répondre à des demandes éducatives qu'on nous a faites. Hmm. Et est-ce que tu penses, tu sais, moi, il y a un sujet qui me passionne aussi avec les personnes que j'accompagne, c'est par rapport aux blessures émotionnelles. De ce que j'ai pu observer, tu me diras, hein, c'est que j'ai l'impression que parfois des personnes se coupent de leur sensibilité parce qu'elles ne veulent pas aussi affronter un passé douloureux et du coup, il y aurait des émotions extrêmement vives et désagréables. Donc, autant se couper de cela, quoi. Tu as tout à fait raison. Quand on a vécu des épreuves très douloureuses, on a Hmm. tendance aussi à se couper de sa sensibilité pour se protéger, parce que Ouais. ces émotions sont tellement fortes qu'on a l'impression qu'on va s'effondrer ou Hmm. parfois même qu'on va pas y survivre. Dans ce cas-là, c'est important soit de faire une thérapie, soit d'être accompagné en coaching, soit d'en parler à des amis très proches pour progressivement, graduellement se rapprocher de cette douleur et pouvoir s'en libérer. Parce que quand on ne veut pas sentir cette douleur, elle reste tout de même dans le corps. Oui. La mémoire du corps retient la douleur et les émotions Ouais. difficiles.
Donc, on a toujours intérêt d'une façon ou d'une autre, ou alors en écrivant un journal intime, Ouais. de faire quelque chose, d'entreprendre une démarche pour pouvoir exprimer tout ce qu'on a ressenti de très fort, que ce soit dans la joie, le plaisir, mais aussi parfois la douleur, la détresse, le désarroi, etc., la souffrance. Très juste, ouais. Tu sais, ça me fait penser à une citation de, donc tu dois connaître forcément, mieux que moi, Carl Jung, je crois que c'est ça, Carl Jung. Et il a une citation où il dit que ce n'est pas en regardant la lumière, enfin, non, je crois que ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, enfin, je paraphrase, mais c'est plutôt en allant dans l'obscurité qu'on devient lumineux. Et ce travail est impopulaire, en fait. Tout à Je fait. dis très mal, hein, mais en gros, c'est ce qu'il voulait dire. Tout à fait, ce psychanalyste suisse, Carl Jung, qui dit ça, que c'est en traversant, en osant aller vers notre ombre, Non, l'ombre, voilà, c'est ça. en accueillant nos ombres, ou tout ce côté sombre de notre personne, de notre histoire, que nous pouvons aller vers la lumière. Et c'est Ouais, pour ça que souvent je dis que positiver, ça peut aider, mais c'est pas une bonne chose de le faire tout le temps, parce que ouais. quand on veut uniquement positiver, on reste du côté de la lumière. Et on se prive de tout cet apprentissage qu'on peut faire quand on traverse nos ombres. Ouais, très juste. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est pour ça ce que tu disais, la psychologie positive. Enfin, je crois, je sais plus si on en avait déjà parlé, mais d'être toujours optimiste, d'avoir toujours le sourire. En fait, des émotions, il y a des agréables et désagréables. Et d'ailleurs, tu disais qu'il n'y a pas d'émotions positives et négatives. Je crois que c'est toi, il me semble, hein, on a vu cet Oui, échange. oui, ça fait très longtemps que je dis que arrêtons de croire qu'il y a des émotions négatives. C'est pas vrai. Toutes nos émotions nous apportent de bonnes informations sur la situation relationnelle que nous sommes en train de vivre. En revanche, il est vrai qu'il y a des émotions désagréables, inconfortables, pénibles, qui nous desservent parfois ou qui sont très perturbantes. Et on a tendance à les fuir, alors qu'au contraire, quand on peut prendre le temps de les accueillir, c'est dans ces moments-là qu'on apprend beaucoup sur soi-même et qu'on va trouver au fond de soi les ressources et les forces qui nous permettent de justement traverser nos ombres, traverser ces émotions difficiles et d'en faire quelque chose, de faire de façon créative d'une situation défavorable quelque chose qui va être au moins une source d'apprentissage, une Hum, occasion d'apprentissage, mais parfois même une opportunité pour réussir quelque chose encore mieux. très juste, ouais. Et je vois le temps qui passe, donc je vais respecter le timing. Comme la plupart des personnes qui nous écoutent, il y en a pas mal qui sont salariés, cadres ou dirigeants d'entreprise. Qu'est-ce qu'on, tu pourrais dire à ces personnes justement qui sont sensibles, peut-être ultra sensibles, qui ont des postes à responsabilité, beaucoup de, voilà, et finalement, bah, qui n'osent pas assumer leur sensibilité. Donc c'est pas forcément simple. En fait, merci beaucoup, Sarah, pour cet entretien d'aujourd'hui et pour cette question, parce que les ultrasensibles, nous savons maintenant, nous reconnaissons maintenant que nous sommes les pionniers d'un monde meilleur, d'une société où il y aura plus de respect, plus de solidarité, plus de Hmm. parité, plus de créativité, moins de médiocrité dans les entreprises, plus de leadership légitime, authentique, euh, fondé sur les qualités réelles et sur notre vitalité. Donc, ce que je peux dire aux personnes sensibles et ultra sensibles qui nous écoutent, c'est soyez fiers de votre sensibilité, quel que soit le degré de sensibilité qui est le vôtre. Soyez fiers de votre sensibilité. Allez jusqu'au bout de ce que vous ressentez, vos sensations, vos émotions, vos sentiments, vos intuitions. Écoutez tout ça, tenez-en compte et vous allez devenir des modèles créatifs pour les personnes qui vous entourent ou des stimulants pour les personnes qui travaillent avec vous et qui vont oser, en vous regardant vivre, en sentant comment vous vous débrouillez dans des situations grâce à votre sensibilité, votre créativité, ces personnes vont oser elles-mêmes aller puiser dans leur sensibilité des ressources fortes, créatives, qui vont leur permettre de mieux travailler seul ou en groupe pour tous les projets que vous allez leur proposer. Et donc, en fait, tout le monde y gagne. Quand on vit dans sa sensibilité, quand on la respecte, quand on l'écoute, Hmm. quand on l'exprime, tout le monde y gagne. Soi-même, bien sûr, d'abord, mais tout le monde autour de soi, que ce soit au travail ou en famille. Donc, surtout, mon vœu, ma prière, c'est que écoutez votre sensibilité, respectez-la, exprimez-la, et vous allez voir que beaucoup de choses vont changer dans votre vie et que d'autres autour de vous vont vous apprécier
grâce à cette sensibilité et vont pouvoir elles-mêmes et eux-mêmes exprimer leur propre sensibilité. Et c'est ça que j'appelle la révolution sensible. Quand tout le monde se met à exprimer sa sensibilité de façon authentique, sincère et créative, en fait, on va toutes et tous mieux en famille, à l'école et dans l'entreprise. Et un jour même dans le monde politique, on verra que c'est la sensibilité qui nous permettra de créer des sociétés bien meilleures, bien plus efficaces, mais aussi bien plus solidaires et conviviales. Waouh. Magnifique! Oh là là, je suis trop contente de faire partie du mouvement. Non, mais c'est vrai, c'est incroyable. Et donc là, on arrive à la fin de l'interview et ça m'a beaucoup touchée quand tu as même parlé de la sphère politique. Euh, c'est vrai en fait, c'est vrai que tout, ça concerne en fait tous les individus, quel que soit l'environnement où on est. Et est-ce que, donc comme là on a terminé l'interview, je crois qu'il y a une journée de la sensibilité. Est-ce que tu peux nous donner quelques dates d'événements pour qu'on puisse porter ce beau message? Alors justement, en 2019, pour porter ce message de la révolution sensible, pour faire connaître la sensibilité élevée, la haute sensibilité ou l'ultrasensibilité, et de toute façon revaloriser toute forme de sensibilité, j'ai créé la Journée mondiale de la sensibilité qui a lieu chaque année le 13 janvier. Et rapidement, on s'est rendu compte qu'une journée ne suffisait pas pour célébrer la sensibilité. Donc maintenant, il y a une semaine entière autour du 13 janvier. En 2025, ce sera du 11 au 19 janvier. Tous les jours du 11 au 19 janvier, il y a plusieurs événements en présentiel, en réel ou en virtuel sur la chaîne YouTube de l'Observatoire de la sensibilité, sur Instagram ou ailleurs, avec des événements différents, plusieurs événements chaque jour entre le 11 janvier et le 19 janvier 2025. Et sinon, tous les ans, le 13 janvier, c'est la Journée mondiale de la sensibilité. Donc, si nous pouvons ensemble fêter à ce moment-là dans la fierté et la joie, nos sensibilités, quelles qu'elles soient, eh bien ça aussi, ça fera du bien à tout le monde. Magnifique. Eh bien, écoute, je mettrai le lien en description de l'épisode, donc de la chaîne YouTube et l'Instagram aussi de l'Observatoire de la L'Observatoire de la sensibilité. sensibilité, l'adresse est très simple, c'est la sensibilité sans accent.com. D'accord. Ok, ça c'est le site. Ok, Ça, super. c'est le site, Instagram, c'est Observatoire de la sensibilité et YouTube aussi. Ok, super. Eh bien, merci vraiment pour cet échange enrichissant. En tout cas, moi, je ressors grandi. J'espère que nos auditeurs aussi, vraiment, partager cet épisode parce que, en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne se connaissent pas, en fait, et qui pensent être pas normales. Moi, comme j'ai pensé pendant plusieurs années, et les travaux vraiment de Saverio m'ont libérée. Donc, s'il vous plaît, gardez pas ça pour vous. Vraiment. À très bientôt, tout le monde. Au revoir, Saverio. Au revoir, merci.